Merci de nous rejoindre sur la 2STV. Bienvenue dans Actu Show. Maître Babacar Seye, vice-président du Conseil constitutionnel, a quitté ce bas monde il y a de cela 20 ans, mais il est tout le temps perturbé, dérangé dans son repos éternel. Une loi d'amnistie, dite loi Ezzan, votée en 2005, avait effacé de la mémoire judiciaire sénégalaise les péripéties de son assassinat. Sa famille et ses proches, qu'il nourrissait l'espoir qu'il allait enfin connaître la paix éternelle, vont vite déchanter. Une proposition de loi relative à l'abrogation de la loi Ezzan est dans le circuit politique. Décidément, ces temps-ci au Sénégal, les procédures d'abrogation sont à la mode. Réumi, dirigé par Idriss Seck, a proposé une révision de loi relative à l'abrogation de la loi Sada Ndiaye. La loi Sada Ndiaye qui a brisé la tradition du quinquennat à l'Assemblée nationale. Dans la rubrique Le baromètre de l'actualité, nous allons parler du retour annoncé de la peine de mort au Sénégal avec une autre proposition de loi émanant d'un député de la majorité. Et vous retrouverez enfin la replay actualité. Pour ce présent numéro de Actu Show, j'ai l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau Soro Diop, journaliste, analyste politique, chef du desk politique du journal Le Quotidien. Soro Diop qui nous accompagne dans le cadre de cette émission. Doudou Wade a exercé les fonctions de parlementaire de 1998 à 2002. Doudou Wade est ce qu'on pourrait appeler un inamovible président du groupe parlementaire libéral. Il le fut jusqu'en 2012, fin du règne du Parti démocratique sénégalais. Maître Omar Youm est membre de l'Alliance pour la République, parti dans lequel il milite depuis 2011. Il est le directeur général de la Société nationale de recouvrement, membre du directoire de l'APR. Maître Omar Youm est titulaire d'une maîtrise en droit et d'un master en commerce international. Thierno Bokoum est député à l'Assemblée nationale. Il est le responsable national des jeunes de Réumi. Thierno Bokoum est le chargé de la communication du parti Réumi. Il est titulaire d'un master en gestion et droit des affaires et d'un diplôme 3e cycle en communication. Thierno Bokoum. Nous sommes aujourd'hui accompagnés par les élèves du lycée de Ouakam. Ils sont également membres de l'école de la République, un cadre dont le principal objectif est de ramener l'excellence et de cultiver l'esprit républicain dans l'espace scolaire. Le lycée de Ouakam, un établissement qui accueille 2000 pensionnaires et qui polarise une large zone, mais qui manque aujourd'hui des infrastructures les plus essentielles. L'assistance financière et technique des bonnes volontés serait la bienvenue. Alors, avant d'entamer ce plateau, nous allons juste permettre à la représentante des élèves de l'école de la République de délivrer un message à l'endroit de la classe politique sénégalaise. Et mademoiselle Ndatefal est la porte-parole du jour. Tout d'abord, bonsoir à tous ceux qui sont là et aux téléspectateurs qui nous regardent. Je voudrais seulement passer un message. Tout d'abord, nous sommes des élèves, nous ne sommes d'aucun parti, nous nous intéressons à la politique car nous sommes des citoyens. Comme que les politiques gèrent le pays, tout ce que nous demandons de quelque bord
qu'il soit, c'est de nous permettre en pratique notre slogan qui est « se former pour mieux servir ». Le débat politique est d'un niveau tellement bas. On y entend des accusations, des insultes, des propos tellement grossiers qu'on voudrait en être préservé. J'encourage aussi les élèves à travailler sans relâche. Je veux dire à travailler dur pour mériter le sacrifice de leurs parents et de l'État pour leur réussite. Nous lançons aussi appel au gouvernement, aux parents d'élèves, aux enseignants et surtout à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour qu'il nous aide à trouver une stabilité à l'école et surtout un cadre d'excellence, d'épanouissement et de préparation pour la réussite. Car nous restons convaincus que c'est l'école qui va faire le développement de ce pays en dotant ses futurs cadres d'une formation de qualité. Merci. Des conseils sortis de la bouche d'un enfant, mais qui seront peut-être, on l'espère, entendus par cette classe politique sénégalaise. Dans Actu Show, nous nous appuyons sur des éléments de reportage pour exposer les problématiques soumises à l'ordre du jour. Je vous propose cet élément sur l'abrogation des lois Ezzan et Sada Ndiaye. Le 7 janvier 2005, le député Ibrahima Isidore Ezzan se révèle aux Sénégalais en portant la loi d'amnistie, dite loi Ezzan. Elle fut votée par l'Assemblée nationale malgré les récriminations farouches de l'opposition et de la société civile, mais aussi de certains membres du camp présidentiel de l'époque. La morale interdit l'amnistie et la grâce pour des crimes de sang, sauf en cas de guerre. Et cette loi-là n'était pas une loi pour amnistier des crimes de sang en cas de guerre. Elle avait une seule finalité: couvrir le commanditaire du meurtre de Babacar Seye. La loi Ezzan, promulguée le 17 février 2005, amnistie tous les crimes et délits commis entre 1984 et 2005. Parmi les faits visés, l'assassinat du vice-président du Conseil constitutionnel, Maître Babacar Seye. La loi Ezzan a voulu amnistier tous les crimes économiques sur plus d'une décennie. Mais ce qui sort en épingle souvent, c'est l'affaire Maître Babacar Seye. C'est la principale affaire. D'ailleurs, la preuve, c'est à chaque fois qu'on s'approche du 15 mai, commémorant la date anniversaire de l'assassinat de Maître Babacar Seye, que cette affaire-là surgit. Les assassins de Maître Babacar Seye ont été jugés et condamnés. Mais un voile de mystère entoure l'identité des commanditaires. Abdoulaye Wade posera durant son magistère des actes qui soulèveront beaucoup d'interrogations. On ne peut pas considérer que des gens aient été reconnus coupables par le tribunal, aient été jugés et condamnés, et que ces personnes-là aient toujours évolué dans l'entourage de Maître Abdoulaye Wade. Et qu'une fois arrivé au pouvoir, l'un des premiers actes qu'il lui a posé ait été d'élargir ces gens-là. Et même certains estiment que non seulement il les a élargis, mais on leur a même procuré des moyens de se relancer dans la vie économique en leur pourvoyant de moyens. Et deuxièmement, il y a eu, et vraiment il y a eu, cette indemnisation de la famille Seye. Comme si le meurtre de Maître Babacar Seye était plané toujours dans la conscience de ceux qu'on a pu peut-être identifier comme ayant été les commanditaires, en l'occurrence Abdoulaye Wade. Et si cette question revient en surface à chaque fois, c'est parce que tout simplement qu'il y a le doute qui s'est insidieusement installé dans la tête des Sénégalais quant au rôle qu'a pu jouer Maître Abdoulaye Wade sur cette question. Dans l'ouvrage Habib Thiam, l'homme d'État, signé par les journalistes Mahmoudou Ibra Kane et Mamadou Ndiaye, l'ancien Premier ministre d'Abdou Diouf prophétisait à la page 142 la réouverture du dossier. Ironie du sort,
c'est un ex-compagnon d'Abdoulaye Wade qui en portera peut-être la responsabilité devant l'histoire. L'idée d'une création, d'une proposition de loi allant dans le sens d'abroger la loi Ezzan, ça date de plusieurs mois. Vous savez, quand je suis élu député, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était ça, pour deux raisons fondamentales. Quand Babacar Seye a été assassiné, nous étions à l'époque des étudiants, et nous étions des étudiants du Parti démocratique sénégalais. Nous nous sommes mobilisés parce qu'on croyait que les accusations contre notre leader, notre ancien leader, étaient des accusations fausses. C'est des manœuvres politiciennes pour le liquider. Nous nous sommes battus jusqu'à obtenir sa libération. Vous pouvez imaginer combien j'ai été blessé le jour où j'ai appris que lui-même, il était derrière cette loi Ezzan qui visait à amnistier les meurtriers de Babacar Seye. La proposition de loi relative à l'abrogation de la loi Ezzan intervient dans un moment de forte tension politique entre les nouveaux tenants du pouvoir et le PDS. Difficile dans le scénario qui est en train d'être déroulé de ne pas soupçonner des manœuvres politiques. Quand l'événement a eu lieu, quand ces faits ont eu lieu, les deux faits, l'assassinat de Babacar Seye et la loi d'amnistie, j'ai été en ce moment militant du Parti démocratique sénégalais. Il ne s'agit pas ici d'une affaire de Parti démocratique sénégalais, parce qu'à l'époque, ce n'était pas le PDS qui était accusé, mais des hommes et des femmes. Sinon, le PDS allait être dissous. Si le PDS, en tant que parti, avait organisé ça, normalement, ça devait être dissous. Ce n'est pas le cas. Vous savez que ça, les questions pénales ne peuvent pas être posées sous ces termes. C'est des individus qui peuvent être responsables et non des partis. Dans la bataille de l'opinion actuelle, tant qu'il y a la possibilité de sortir un argument qui peut enterrer définitivement le PDS, le pouvoir actuel n'hésitera pas à le sortir. Et parmi ces arguments, il y a cette affaire quand même de la loi Ezzan. Et ce retour au premier plan de l'affaire Maître Babacar Seye. Quand le pouvoir actuel pourra faire en sorte, en abrogeant la loi Ezzan et en faisant revenir l'affaire Maître Seye sur le débat, sur la sellette, quand ce pouvoir actuel arrivera à insinuer dans la tête des Sénégalais qu'au-delà du crime économique qui a été perpétré pendant 12 ans, il y a eu un crime de sang qui a été également perpétré par Abdoulaye Wade à l'époque où il était en opposition, je crois que c'est la meilleure manière d'enterrer définitivement le Parti démocratique sénégalais. Voilà là où se situent les visées politiques. Dans cette entreprise parlementaire, Moustapha Diakhaté devra convaincre les partis de la majorité pour leur faire assumer le projet, d'autant plus que certains alliés posent le problème de son opportunité. Non, mais Abdoulaye Wade, même si on abrogeait la loi à son âge, même moi je ne serais pas d'accord pour qu'il aille en prison. Je connais la prison, ce n'est pas pour un homme de son âge. Donc Abdoulaye Wade, avec sa conscience, d'une façon ou d'une autre, il rendra bien un jour des comptes. Parce que ce qu'Abdoulaye Wade a fait, tout le monde le sait. Et il avait fait ça pour des raisons totalement électoralistes. Maintenant, abroger la loi ne ramènera pas Maître Seye. Au niveau de la technique juridique pure, on peut effectivement abroger la loi Ezzan en procédant de la même façon qu'on avait fait, en initiant une proposition de loi, en faisant se réunir les commissions, en faisant se réunir la plénière et en proposant au président de la République par la suite de promulguer. Ça, c'est au point de vue de la technique juridique pure. Maintenant, ce n'est pas la même démarche au niveau du principe juridique. Parce que le principe d'une loi d'amnistie, c'est que les infractions criminelles ou délictuelles par ailleurs constatées sont considérées comme n'ayant jamais existé. C'est différent d'une grâce. Quand le président de la République vous accorde une grâce, c'est la peine qui vous est soumise qui est annulée. Mais l'infraction en tant que telle demeure. Par contre, quand c'est une loi d'amnistie, et la peine et l'existence même des faits délictuels ou criminels n'existe plus. C'est de ce point de vue que si on abrogeait aujourd'hui la loi Ezzan, on remettrait en cause un certain nombre de situations juridiques préexistantes qui a bénéficié à un certain nombre de personnes et on serait totalement en contradiction avec ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. Le Parti démocratique sénégalais, dont le régime est l'initiateur de la loi Ezzan, bénit son abrogation, mais pose néanmoins des préalables. Comme ils veulent revenir sur des crimes, mais le régime en place doit éclairer les Sénégalais sur comment Blondin Diop a été assassiné en prison. Les Sénégalais ont envie de savoir comment le commissaire Cheikh Sadibou Diouf, après avoir
après être reçu par un ancien ministre, tout puissant ministre sous le régime social, a été trouvé mort sur la corniche. Il faut qu'il nous éclaire sur ça. Lamine Samb, un Moustarchidine qui a été torturé dans les locaux de la police, qui a rendu l'âme dans les locaux de la police. Mais on doit éclairer les Sénégalais. On doit éclairer les Sénégalais sur Jean-Paul Diaz qui, en 2000, avait écrasé à Ndofane un enfant et a pris la fuite. Et ensuite, avant de parler de l'affaire Medsey, mais il y a une affaire aujourd'hui pendant l'affaire Barthélémy Diaz. Il faut éclairer ces crimes-là d'abord pour pouvoir parler d'autres choses. Ce que j'ai dit, c'est clair. Moi, aller aux assises, cela me rend totalement indifférent. Mais je ne vois pas comment il peut avoir un procès équitable sans la présence d'Abdoulaye Wade. Je n'ai pas été attaqué par des militants du PDS. Je n'ai pas été attaqué par des responsables du PDS. J'ai été attaqué par des jeunes désœuvrés. On a exploité leur misère et leur situation sociale. Ces jeunes ont été intéressés avec de l'argent. C'est l'argent d'Abdoulaye Wade. Ibrahima Isidore Ezon, l'homme dont la loi porte l'empreinte, tirera sa révérence le 1er juin 2007. Il aura marqué la 10e législature. Les noms de Maître Babacar Seye et Ibrahima Isidore Ezon se sont moulés dans le ciment de la mémoire collective du peuple sénégalais. Le vice-président du Conseil constitutionnel symbolise l'image du martyr. Le député Ibrahima Isidore Ezon est du mauvais côté de l'histoire. Alors que l'idée de l'abrogation de la loi Ezon fait son bonhomme de chemin politique, le parti Rewmi entreprend l'initiative, selon son leader, de rétablir une norme constitutionnelle. Ces députés ont été instruits de porter une proposition relative à l'abrogation de la loi Sada Ndiaye, ayant rompu la tradition du quinquennat à l'Assemblée nationale. Le Sénégal a toujours fonctionné avec un président de l'Assemblée nationale assez légitime, qui a une certaine stabilité pour pouvoir mener à terme le travail qui lui est confié par le peuple sénégalais. Donc en réduisant son mandat à 1 année, c'est comme si on voulait avoir la possibilité d'administrer l'Assemblée nationale à partir du palais du président de la République, ce qui ne nous paraît pas du tout conforme au principe de fonctionnement de la démocratie sénégalaise. C'est pour cela que le secrétariat national de Rewmi a demandé une abrogation de cette loi pour revenir au statu quo ante, à une orthodoxie au niveau de la démocratie, pour nous permettre de ramener cette loi de 1 an à 5 ans. La proposition séduit la plupart des acteurs de la scène politique. Son adoption par l'Assemblée nationale avait heurté les consciences. Macky Sall, président de l'Assemblée nationale, sera le premier à passer à l'échafaud de sa promulgation en 2008. Si l'on se remémore un peu le contexte dans lequel cette loi avait été votée en 2008, octobre 2008, il y avait un dépit profond de la part de Macky Sall. Parce que tout simplement, il avait considéré que cette loi avait été introduite uniquement pour le chasser de la présidence de l'Assemblée. Et automatiquement, il avait démissionné du Parti démocratique sénégalais. Il ne s'est pas contenté de ça, il avait également démissionné de l'Assemblée nationale, alors qu'il pouvait continuer à exercer son mandat de simple député. Et mieux, il a même démissionné de la mairie de Fatick, qu'il avait gagné pourtant et pour beaucoup en raison de son coefficient personnel. Parce que tout simplement, il était député. Et il avait considéré à l'époque que cette loi était une injustice criante. Comment Macky Sall a pu poser tous ces actes à l'époque parce qu'il considérait que c'est une injustice criante et ne pas s'empresser à réparer cette injustice une fois qu'il est au... Notre principale motivation, c'est de rétablir la justice. Tout le monde sait les circonstances dans lesquelles cette loi avait été adoptée en 2008. C'était d'un point de vue purement subjectif, purement personnel, pour régler son compte à l'actuel président de la République, que l'ancien pouvoir, avec Maître Abdoulaye Wade, avait demandé aux députés de mettre en place cette loi pour régler, comme je l'ai dit tout à l'heure, un problème personnel. L'idée du président de Rewmi a conquis la majorité des alliés de la paire, mais le Parti républicain fait de la réforme générale des institutions sa priorité du moment. Concernant la loi Sada Ndiaye, moi je suis partisan que le président de l'Assemblée nationale ait 5 ans. Mais vous savez que le président de la République, Macky Sall, a mis en place une commission qui est présidée par le président Amadou Mahtar Mbow et qui est composée d'éminents Sénégalais, hommes et femmes. Cette commission est en train de travailler pour formuler des propositions de réforme institutionnelle et constitutionnelle. Et cette proposition a pris en charge la question du mandat du président de l'Assemblée nationale.
Ma préférence est qu'on laisse cette commission faire son travail, déposer ses propositions auprès du président de la République, et à partir de ce moment, c'est le peuple sénégalais qui décidera du choix de ce qu'il faut faire. Soit par voie référendaire, c'est ma préférence, ou bien par voie législative. Pourtant, l'abrogation de la loi Sada Ndiaye peut être logée dans le registre des promesses de campagne que l'actuel locataire du palais avait la ferme volonté de matérialiser. Beaucoup d'observateurs s'interrogent sur les hésitations du palais. Avec cette loi Sada Ndiaye, qu'il hésite à abroger, c'est que Macky Sall proclame urbi et orbi qu'il veut consolider les institutions. Et il a même créé à cet effet une commission chargée de travailler à consolider les institutions et qui est présidée par Amadou Mahtar Mbow. Alors comment on peut vouloir consolider les institutions et en même temps ne rien faire pour ne pas installer l'Assemblée dans un cycle d'instabilité à chaque fois qu'on devra réélire son président au terme de son année de mandat? Cela fait déjà plus d'une année que le nouveau régime est en place. Cela fait bientôt une année que l'Assemblée nationale va fonctionner. Il ne faut pas oublier, il faut le rappeler aux Sénégalais que le prochain changement de bureau, c'est en octobre prochain. On nous a annoncé une date dont on ne sait pas si elle est rigoureuse ou non par rapport à la remise des conclusions des travaux de la commission dirigée par le professeur Amadou Mahtar Mbow. Nous pensons que c'était le moment de poser le débat au lieu d'attendre le mois d'août ou de septembre à la veille du changement de bureau pour le poser. Nous pensons que le fonctionnement de l'institution parlementaire vaut la peine que nous prenions les devants pour éviter au Sénégal une crise institutionnelle majeure. La question du retour au quinquennat concernant le mandat du président de l'Assemblée nationale indispose la majorité de Benno Bokk Yakaar. Je pense que le président Idrissa Seck est dans son rôle. Il est dans son rôle d'homme politique. Et en politique, vous savez, hein, tous les moyens sont bons pour atteindre l'objectif. Et Idrissa Seck n'a pas violé la Constitution. Il a émis une idée, il a été à l'origine, un temps soit peu, d'un débat qui intéresse certains, mais qui ne nous intéresse pas, nous, tant au Parti socialiste, parce que nous considérons que les Sénégalais ont élu le président Macky Sall, ont fait confiance à la coalition Benno Bokk Yakaar pour que cette coalition puisse apporter des solutions de sortie de crise aux problèmes que rencontrent les Sénégalais. Il est évident qu'en cas de rejet de la proposition de loi de Oumar Sarr portant abrogation de la loi Sada Ndiaye, il est très probable qu'on aille, sinon vers une fracture de Benno Bokk Yakaar, du moins vers des fissures quand même très béantes qui vont apparaître au sein de la coalition. Et à partir de ce moment-là, ça fera le jeu, bien évidemment, de quelqu'un comme Idrissa Seck. Rewmi met en avant sa posture républicaine, mais l'APR doute de la sincérité de la démarche. Les détracteurs d'Idrissa Seck flairent une entourloupe politique. Il est tout à fait normal que M. Idrissa Seck aussi ait un agenda politique, qu'il puisse le dérouler. Tout comme si nous aussi nous pouvons avoir notre agenda politique et pouvoir le dérouler. Idrissa Seck, avec cette proposition de loi que va introduire le député Oumar Sarr, numéro 2, vise à fragiliser et à fracturer le Benno Bokk Yakaar, parce que comme je vous l'ai dit, depuis le 25 mars, il entreprend ces deux choses-là. Premièrement, ne pas s'isoler sur l'échiquier politique, d'où ces clins d'œil à l'endroit du PDS. Et deuxièmement, fragiliser autant que possible le Benno Bokk Yakaar pour que son échappée solitaire puisse réussir. Nous pensons qu'à partir du moment où il y avait des éléments de subjectivité plus importants que les éléments d'objectivité dans la loi Sada Ndiaye, il est important de revenir au statu quo ante. Donc ce qui nous préoccupe, ce n'est pas tant la personne du président de l'Assemblée nationale actuelle. Nous ne nous focalisons pas sur des noms, nous ne nous focalisons pas non plus sur de la politique politicienne, mais nous voulons avoir des institutions qui fonctionnent. Et c'est cela notre credo. L'AFP, la formation politique du président de l'Assemblée, joue la carte de la réserve. L'initiative du débat est laissée au camp du maire de Thiès, mais pour combien de temps? Je suis à peu près sûr que peut-être il est en train de guetter un délai raisonnable, au terme duquel, si absolument rien n'est fait pour lui donner des gages qu'il va bénéficier d'un quinquennat, il va peut-être à partir de ce moment-là démissionner peut-être de la présidence de l'Assemblée et pourquoi pas démissionner de son mandat de député.
Maintenant, est-ce que le faisant, ça va complètement conduire à une fracture de Benno Bokk Yakaar ou à un départ de l'AFP de Benno Bokk Yakaar? Ce n'est pas tout à fait évident, parce que souvenez-vous, il y a quand même un membre éminent de l'AFP, en l'occurrence son numéro 2, Malick Gakou, qui a démissionné du gouvernement avec fracas, sans que cela n'entraîne ipso facto une crise ou un départ de l'AFP de Benno Bokk Yakaar. Le débat autour de l'abrogation de la loi vient s'ajouter à la longue liste de nœuds gordiens qui pèsent sur la stabilité de la coalition victorieuse du 25 mars 2012. Le patron de Rewmi donne du grain à moudre au président de la République. Macky Sall contraint devra recourir à la bonne formule pour ne pas s'aliéner le soutien de celui qui est présenté, à tort ou à raison, comme son plus fidèle allié. Il est président de l'Assemblée nationale, il jouit de notre totale confiance. L'AFP, je crois, jusque-là, fait preuve de beaucoup de loyauté vis-à-vis de Macky Sall. Moustapha Niasse dit toujours, même s'il ne le dit pas publiquement, mais en fait son entourage prétend toujours qu'il n'a été demandeur de rien. Soro Diop, deux propositions de loi relatives à des procédures d'abrogation sont dans le circuit entre la loi Sad Ndiaye et la loi Ezzan. Laquelle mérite d'être effacée des annales de l'histoire du Sénégal? Bon, effacer des annales de l'histoire du Sénégal, je ne pense pas que ce soit absolument possible d'effacer les deux lois de la mémoire collective sénégalaise. Par contre, moi je pense beaucoup plus pertinent aujourd'hui de mener un débat sur l'abrogation ou non de la loi Sad Ndiaye plutôt que de revenir sur la loi Ezzan. Ces jeunes de Ouakam qui sont là pratiquement n'étaient pas encore nés quand il y a eu ce drame. Bon, pour autant, ils doivent savoir quelque chose de ce pan obscur de l'histoire politique sénégalaise. Mais est-ce que encore ça vaut la peine? Qu'est-ce que cela amène dans le débat politique aujourd'hui de remettre le couteau dans la plaie avec aujourd'hui revenir sur l'abrogation de la loi Ezzan? Je pense que plus ou moins les tenants et les aboutissants de ce triste drame qui a frappé quand même une haute personnalité de la République, en l'occurrence Maître Babacar Seye, doit être connu. Comme toute l'histoire sénégalaise antérieure à cela d'ailleurs doit être connue des jeunes générations. Mais est-ce qu'il faut encore revenir sur la loi Ezzan? Qu'est-ce que cela nous apporte dans le contexte politique actuel par rapport aux questions cruciales qui se posent aujourd'hui au peuple sénégalais? Cette loi, moi, je m'en remets à une seule sentence de feu Abdoul Aziz Sy Dabakh qui disait que ceux qui ont tué Maître Seye n'auront jamais la conscience tranquille, et ça suffit. Alors, la proposition d'abrogation de la loi Ezzan émane d'un député de la majorité parlementaire, en l'occurrence Moustapha Diakhaté. Il a fait cette proposition alors qu'un membre de l'opposition, en l'occurrence Doudou Wade, qui est ici présent, avait fait état d'augmentation du traitement salarial des députés. Est-ce que vous le voyez plus comme une diversion politique? Oui, bon, enfin, je ne sais pas si c'est une diversion politique ou non, mais moi, je me situe dans le contexte... Ou est-ce qu'il y a réellement un besoin de faire la lumière sur cette affaire? Enfin, cette affaire a fait la lumière sur elle-même, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que l'abrogation, la naissance, les conditions dans lesquelles il y a eu cette loi Ezzan, l'indemnisation de la famille de Maître Seye ou une partie de la famille de Maître Seye, la libération en particulier de ceux qui étaient détenus dans des contextes particuliers et tout cela
à renseigner davantage. C'est-à-dire qu'il y a... À renseigner davantage sur quoi? Davantage sur les tenants et les aboutissants de cet assassinat de Maître Sey. Je pense que par pudeur, on ne va pas remuer beaucoup de choses ici par rapport à cela, mais je pense que dans l'esprit des Sénégalais, personne n'est dupe par rapport aux péripéties de ce meurtre. Mais il y a quelque part où il y a une nation a besoin aussi par rapport à des drames comme ça, non pas d'oublier, mais de pardonner. Mais de pardonner. Doudou Wade, je vais m'inscrire dans la même logique que Soro Diop. Est-ce que par rapport à des actes posés par l'ancien régime, on connaît aujourd'hui les tenants et les aboutissants de l'assassinat de Maître Babacar Seye? Je voudrais d'abord vous remercier et remercier les amis ici présents. Je pense que nous partageons tous le même espace. Nous sommes des Sénégalais, nous avons tous appartenu à la même famille et saluer en même temps notre ami et frère Soré pour ses différentes participations à cette émission. En profiter effectivement pour lui présenter toutes mes condoléances et me réjouir de la présence de ces élèves qui sont dans une école, ce qu'on appelle l'école de la République, qui cultive l'excellence et l'esprit républicain. C'est dans cet esprit républicain que je veux travailler avec vous dans cette séance. D'abord, je pense que pour ce qui est de la loi Ezzan, de son abrogation, nous sommes plus pressés que la musique. Mon collègue et jeune frère Thierno est là. Le texte de loi en lui-même, je pense, n'existe pas. Si vous l'avez reçu, c'est peut-être hier. Par conséquent, il ne faut pas discuter sur l'inexistant. C'est un ballon de sonde qui a été lancé par rapport à une situation politique à un moment donné où l'Assemblée commençait à prendre ses repères et à mettre en place un certain nombre de choses, notamment des commissions parlementaires. Ensuite, on parlait de l'augmentation des salaires des députés, on nous a balancé cette affaire. Mais à aujourd'hui, aucun texte, comme vous l'avez dit, n'est dans le circuit, sauf la deuxième loi concernant la loi Sada Ndiaye. Donc sur cette question, je peux en parler. Mais puis sur l'autre, ce n'est pas la peine de parler de... C'est de l'imagerie. Attendons que la proposition de loi soit faite et déposée sur la table de l'Assemblée nationale. À partir de ce moment, moi, en tant qu'ancien parlementaire, j'aurai un document sur lequel je peux me baser, en me basant sur les différentes lois d'amnistie qui ont existé au Sénégal. Quelles ont été les conditions et qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui se passe. Mais il faut dire, Doudou Wade, que lorsque cette loi Ezzan a été adoptée en 2005, l'opposition de l'époque avait nourri le vœu de rouvrir le dossier une fois au pouvoir. Oui. Et même Moustapha Diakhaté, qui a eu à faire cette proposition, s'était désolidarisé de la majorité présidentielle à l'époque des faits. Oui, mais écoute, madame, attendons. L'opposition est au pouvoir depuis 25 mars 2012. Elle a eu le temps de rédiger un texte en 2 jours avec ses juges pour le proposer. Il s'agit simplement d'abroger. Il ne s'agit pas de confectionner une nouvelle loi. L'abrogation est beaucoup plus facile que la confection d'une loi pour son adoption. Par conséquent, sur ça, je dis, respectueux de l'autorité de la jugée, respectueux du contexte dans lequel nous sommes, j'ai dit, j'attends que le texte de loi me soit soumis pour que je puisse en parler. Par conséquent, il existe cependant une proposition de loi qui a été faite et qui est relative à la durée du mandat du président de l'Assemblée nationale qu'on appelle la loi Sada Ndiaye. Sur cette question, on peut en discuter. Oui, mais le manteau de l'autorité de la chose jugée ne couvre que les personnes identifiées comme ayant assassiné Maître Babacar Seye. Aujourd'hui, il y a un voile de mystère qui entoure encore les commanditaires. D'où la question que je vous ai posée tout à l'heure. Est-ce que entre 2002 et 2005, à travers des actes que vous avez posés, c'est-à-dire la grâce présidentielle accordée aux meurtriers de Maître Babacar Seye, l'indemnisation de la famille de Maître Babacar Seye, le vote de la loi Ezzan, est-ce que vous avez édifié les Sénégalais sur cette affaire et de façon définitive? Comme toutes les lois d'amnistie, je voudrais vous préciser, madame, pour la dernière fois sur cette question, comme toutes les lois d'amnistie qui ont eu lieu dans ce pays, sur la Casamance, sur les événements de 62, sur mai 68, sur la sortie des prisonniers casamancés après les événements de 81. Sur tout ça, il y a une loi d'amnistie, le juriste est là, qui concerne une fiction dans la mémoire des Sénégalais. Il est possible cependant de l'abroger, d'après ce qui a été dit. Je n'ai jamais vu, en tout cas de mémoire, d'apprenti juriste, l'abrogation d'une loi d'amnistie. J'attends
que les actes soient réellement posés, que les gens aient le courage de poser ce texte par une proposition de loi ou un projet de loi. Mais en attendant, le débat est là. On ne peut pas contourner ce débat. Madame, encore, je ne dis pas qu'on puisse le contourner. Pour ne pas le contourner, il faut prendre des actes, mettre une proposition de loi sur la table de l'Assemblée. À part de ce moment, il ne peut pas se défausser. Merci beaucoup, Doudou Wade. Maître Omar Youm, cette proposition de loi relative à l'abrogation de la loi dite Ezzan, vous la mettez sur le circuit pour braquer, pour tenir vos adversaires politiques? Je voudrais d'abord vous remercier de l'invitation, profiter de l'occasion pour réitérer les salutations à nos co-débatteurs et présenter mon respect le plus déférent à ces représentants de cette école publique qui nous a tout donné, parce qu'on est aussi un produit de l'école publique. Et profiter aussi de l'occasion pour rebondir sur votre appel, demander quand même aux militants et aux responsables de l'APR d'abord, dans le cadre de cet élan de renouveau citoyen, d'engagement citoyen, de prêter une oreille attentive aux besoins de l'école, parce que je pense qu'avant tout, nous avons l'obligation principale de suppléer aux déficiences reconnues de l'État du Sénégal. Et je pense que la meilleure manière de rendre la monnaie, c'est justement de s'engager et de rester des militants convaincus de l'école publique. Ceci étant, je pense que j'ai deux positions contraires sur les deux projets d'abrogation, ou en tout cas, même si le projet d'abrogation de la loi Ezzan n'est pas encore là, mais sur la volonté qui a été déjà manifesté par le président du groupe parlementaire, en l'occurrence de l'Alliance pour la République, de Benno Bokk Yakaar, notamment notre camarade Moustapha Diakhaté. Je pense qu'il faut bien comprendre c'est quoi une loi d'amnistie d'abord, et remonter un peu les pentes de l'histoire pour comprendre qu'est-ce qui a été fait. En 1994, un procès auquel moi j'ai été témoin en tant qu'avocat stagiaire. Quand même, j'ai assisté pleinement parce que sur les instructions de nos maîtres, il fallait assister à ce procès pour après faire des comptes rendus. Difficile, dans des conditions difficiles, où au départ, il y a eu deux procès-verbaux d'enquête, il faut le préciser. Un procès-verbal d'enquête où de manière spontanée, des personnes entendues, poursuivies, recherchées sous la clameur publique, ont fait des déclarations spontanées et circonstanciées tendant à dire qu'effectivement c'est nous les responsables, nous sommes les auteurs de ce crime odieux, et derrière nous, il y a eu des personnes qui nous ont demandé et qui nous ont aidés. 24 heures après, un autre procès verbal, une autre édition, changement de cap. Un procès s'est fait sur la base de ces deux PV, où l'un a été annulé par la suite parce qu'on dit il n'y a pas eu de présence d'avocats, les auditions ont été faites dans des conditions difficiles, etc., faisant de sorte que les déclarations ont été passées en perte de profit. Mais nous tous, en bons Sénégalais, nous savons que ces personnes n'ont pas engagé ce débat politique et n'avaient absolument aucun intérêt à ôter la vie à ce grand monsieur de la République, avocat, bâtonnier de l'ordre des avocats, magistrat, devant une juridiction qui est la juridiction la plus suprême de notre institution judiciaire. Je pense que dans ces conditions, où effectivement, bien après ce jugement, qui a été rendu dans une atmosphère de chuchotement, d'interrogation, de questionnement sur les commanditaires jusqu'à ce jour, quelques années après, le président de la République, indiqué comme étant le vrai commanditaire des faits, a pris beaucoup de mesures entre 2000 et 2004 dans le sens d'abord d'aider, de concourir, de soutenir les fauteurs de troubles qui ont été en prison, d'améliorer leurs conditions à l'intérieur même de la prison, a fait l'objet de lettres adressées à lui pour dire attention, si vous ne prenez pas garde pour nous libérer, nous allons dénoncer, etc., etc. Il paraît même qu'il y a eu un jeu de mallette entre-temps. Et c'est dans ces conditions que 4 ans après, une loi a été prise, qu'on a appelée une loi d'amnistie, dans un contexte en total déphasage avec les lois d'amnistie. Parce que les lois d'amnistie, c'est vrai, l'oubli, comme le disait l'autre, les deux secrets du bonheur, c'est le secret et l'oubli. Mais il faut oublier ce qui est oubliable. Il faut oublier ce qui est mauvais. Il faut oublier ce qui ne nous permet pas d'avancer.
On fait des lois d'amnistie dans des contextes où on sort de troubles politiques, de violences, de guerres, où personne n'a intérêt à encore maintenir cette situation de suspicion. Et on sort par des lois d'amnistie, par la magie de la loi, pour dire arrêtons tout ça, oublions, tournons la page. Mais je pense que ce monsieur Babacar Seye, feu Babacar Seye, respectable, engagé à servir l'État, la nation, sa famille, ne pourront jamais oublier. Peut-être que les acteurs de ces faits veulent qu'on oublie, mais le peuple, dans son intégralité, dans son entièreté, ne veut pas oublier. Les citoyens sénégalais qui veulent que demain, nos anthropologues, nos philosophes, nos politiciens prennent ces événements comme des repères pour que plus jamais ne soit comme avant, n'ont pas envie d'oublier. Or, une loi d'amnistie, justement, est une loi pour dire oublions tout, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de fait, rien ne s'est passé. Je pense que, ne serait-ce que pour la mémoire de Babacar Seye, on ne peut pas dire ça comme ça. On ne peut pas dire, faisons comme si il n'est jamais mort, faisons comme si on ne lui a jamais ôté la vie, pour des raisons purement égoïstes, politiciennes. Je pense que par respect à ce monsieur, par respect à sa famille, par respect à ce qu'il a représenté pour le Sénégal, il faudrait bien envisager. Maintenant, après, nous tous, en tant que juristes, on sait que techniquement, même si on abroge, ça ne veut pas dire qu'on va reprendre le procès. Parce que le procès de Claire Dorson et les autres a été fait. Un jugement, un arrêt a été rendu. La vérité judiciaire en les concernant est devenue irrévocable. Ça, c'est vrai. Mais par contre, au moins, ça a l'avantage de nous permettre, nous, en tant que politiciens, de pouvoir continuer à en parler, de garder tout le charme et toutes les leçons de ces événements malheureux pour pouvoir en tirer les véritables conséquences. Mais pensez-vous que l'abrogation de la loi Ezzan soit une demande sociale? Parce que nous avons quand même à maintes reprises interrogé des Sénégalais qui souhaitent quand même qu'on tourne la page sur cette histoire. De quels Sénégalais vous parlez, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'estime que même si ce n'est pas une demande sociale, je pense que c'est une demande morale, c'est une demande politique, c'est une demande qui est à la hauteur de l'engagement de l'homme, le défunt maître Babacar Seye, qui est à la hauteur de l'engagement des hommes politiques qui veulent que quand même les crimes politiques et la violence ne soient pas simplement faits dans des conditions et un temps T, pour qu'ensuite on dise, mais finalement, nous sommes des irresponsables, nous les politiciens de manière générale, rien ne peut nous arriver, on peut se comporter comme on veut, on peut faire tout ce qu'on veut, par la magie d'une assemblée et le jeu d'une majorité, on peut tourner la page, ouvrir, fermer les prisons, parce que nous, on est des personnes qui bénéficient de fait d'une immunité politique. Je pense que ça aussi, c'est une leçon qu'on doit tirer, en disant qu'effectivement, quand il y a des faits comme ça, aussi graves, qui impliquent et engagent des acteurs politiques, on doit quand même essayer de situer les responsabilités. Mais est-ce que l'évocation de ce débat vous met aussi... Est-ce que l'évocation de ce débat ne vous indispose pas aussi? Vous étiez à l'époque des faits membre du Parti démocratique sénégalais. L'actuel président était Premier ministre à l'époque des faits. La gauche aujourd'hui qui réclame que ce dossier soit remis sur la sellette. Certaines personnalités de cette gauche aussi étaient alliées de Maître Abdoulaye Wade et à l'époque, ils l'ont défendu bec et ongle. Non, mais je pense que ce n'est pas à ce niveau. Moi, j'estime que je ne suis pas le genre Vous parlez de morale politique. Morale pour quand morale. Quelque chose se passe dans ma famille, je fais l'autruche pour dire ben, rien ne s'est passé, tout est normal, etc. Non, moi, je ne suis pas de ce genre de politicien, je ne suis pas de ce type d'homme politique. J'estime que même si ça doit être la mise en cause de la responsabilité de personnes qui me sont très proches, j'estime qu'il faut quand même qu'on puisse situer les responsabilités. Je ne suis pas à un niveau de dire il faut encore tout reprendre, il faut poursuivre tel X, Y, Z. Non, je suis à l'idée de vous dire que je suis d'accord pour l'abrogation, mais ne serait-ce que pour nous permettre, nous, de regarder et de garder ça en repérage pour que plus jamais ne soit comme avant. Mais à l'époque, en tant que militant, en tant que cadre du Parti démocratique sénégalais, est-ce que vous aviez, tout comme Moustapha Diakhaté, est-ce que vous vous étiez désolidarisé de cette entreprise? J'étais avocat, je n'étais pas un membre influent du Parti démocratique sénégalais. Mais en tant que militant simple même. J'avais, en tant que citoyen, la soif de connaître ce qui s'est réellement passé pour pouvoir, au moins pour moi et pour mes amis et pour la famille de Babacar Seye,
pouvoir situer les responsabilités. Je pense que c'est un besoin de justice qui est là. Le hic, c'est que vous avez soulevé, vous avez mis sur la table cette proposition de loi juste au moment où l'on parlait du traitement salarial des députés. Connaissant le président du groupe parlementaire, je ne peux pas présumer que parce qu'il y avait un débat plus ou moins gênant sur des indemnités de logement accordées à des députés, ce qui est tout à fait normal. Je pense qu'aussi, il ne faut pas qu'on ait le complexe de mettre les hommes qui représentent l'État du Sénégal et notre nation, quelles que soient les situations et les appartenances politiques, dans des conditions acceptables pour pouvoir rendre et faire leur mission dans des conditions de dignité et d'élévation. Moi, je pense que ce débat de 150 000 d'indemnités, franchement, c'est pas le débat. C'était pas la première fois lorsque le PDS a déposé la motion de censure également dans les débats à l'Assemblée nationale. Cette épée de Damoclès a été soulevée. Bon, moi, je ne suis pas malheureusement à l'Assemblée nationale. J'ai bien envie d'être un parlementaire. C'est un rêve d'enfant. Malheureusement, pour cette fois, je ne suis pas passé. C'est une fille brillante au niveau de notre département qui a été acceptée, qui a été prise comme sur les listes des députés. Bon, je pense que, comme on le dit en Wolof, c'est juste pour préciser qu'on ne peut s'empêcher de soupçonner des manœuvres politiques. On est quand même en politique. Je veux dire, en politique, on reçoit un coup, on prépare à en donner. Il ne faut pas s'étonner que de temps à autre, qu'il y ait quand même des coups échangés. Mais je veux dire, ce n'est pas ça le débat. Le débat, il est à un niveau de dire objectivement et de manière intrinsèque. Est-ce que ce projet d'abrogation a une utilité? Moi, je dis oui. Non pas pour situer des responsabilités, mais pour nous permettre de garder ça en repérage, de continuer à en parler, à en discuter, parce que l'amnistie, justement, c'est de dire, vous ne devez plus en parler. Les journalistes ne doivent plus écrire, les politiciens ne doivent plus en parler, les sociologues doivent oublier, les historiens doivent oublier, les enfants qui sont là et qui sont dans des lycées, qui ont soif de connaître l'histoire politique de leur pays, les bons côtés et les mauvais côtés ne doivent plus connaître ça. Merci beaucoup. Thierno Bocoum, vous autres alliés de l'Alliance pour la République n'avaient pas, en tout cas la plupart n'avaient pas été saisis par rapport à ce projet d'abrogation et il semble que la question ne fasse pas l'unanimité au sein même des alliés de l'APR. Est-ce que vous faites partie de ces députés et qui refuseront peut-être de voter cette proposition de loi? Permettez-moi d'abord, Maïmouna, de vous saluer et de saluer l'ensemble des intervenants, de saluer le public, de même que les téléspectatrices et les téléspectateurs de la 2STV. Je pense que par rapport à cette question, la première chose, c'est d'abord de se dire, est-ce qu'on peut avoir un débat sérieux sur cette question? Parce qu'un débat sérieux implique qu'il y ait une volonté manifeste de la part de l'auteur d'aller jusqu'au bout. Nous, au niveau de l'Assemblée nationale, on n'a pas été saisis de cette question. On n'a pas discuté de cette question dans le groupe parlementaire. Donc, quel est véritablement l'intérêt qu'on doit donner à cette question? C'est la première question que je me pose en fait. L'autre aspect, c'est peut-être me prononcer justement sur la nécessité ou en tout cas la possibilité de revenir sur la loi Ezzan. Je dis clairement, pour moi, le seul obstacle qu'on peut avoir, c'est tout simplement que la famille puisse dire non, on n'en veut pas. Mais tant que la famille demande à ce qu'il y ait une justice, tant que la famille réclame à ce que les choses s'éclaircissent, parce que cette question, il faut quand même le dire, c'est dans des conditions extrêmement suspectes que cette loi a été votée. C'est à travers plusieurs procédures, plusieurs actes qui ont été posés et qui ont agrandi cette suspicion. Donc aujourd'hui, si on arrive à un moment où on donne un signal fort en disant que désormais il n'y aura plus d'impunité, parce que pour moi, à travers le fait de revenir tout simplement sur cette loi, c'est une manière de dire qu'il ne doit plus y avoir d'impunité dans ce pays. Et que, quelles que soient les procédures utilisées, même la procédure parlementaire ou même à travers une loi, c'est toujours possible de revenir sur ça. Donc je pense que de ce point de vue, il faut nécessairement qu'on ait un débat sérieux. Moi, j'attends de voir que la proposition de loi puisse être déposée ou qu'on en parle au niveau de notre groupe pour véritablement en dire plus. Mais ce que je peux dire pour l'instant, c'est que nous n'avons pas encore discuté de cette question et il n'y a pas encore une proposition de loi sur la table de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que c'est une priorité parlementaire pour vous, pour Rewmi? Ben écoutez, nous n'étions pas à la source de cette loi. Nous n'avons pas dit que nous allons revenir sur la loi Ezzan.
Mais vous savez, à chaque fois qu'on pose un acte, il faut venir sur l'opportunité de l'acte et bien entendu donner sa position. Et bien entendu, quand le moment venu, on va parler de cette question, Réumi va véritablement donner sa position sur cette question. Mais nous avons mis en avant, au contraire, par rapport justement à des propositions de loi, de revenir sur la loi Sada Ndiaye, qui est une loi scélérate. Je pense que c'est une loi qui a été Mais avant d'en venir à la loi Sada Ndiaye, est-ce que l'opportunité de l'abrogation de la loi Ezzan se pose aujourd'hui? Est-ce que c'est une demande sociale? Mais bien entendu, ce n'est pas une demande sociale. Vous savez, de la même manière, vous avez la responsabilité d'aller vers la satisfaction des demandes sociales. De la même manière, vous avez la responsabilité de mettre en place un état de droit et parfois de revenir sur certaines questions pour véritablement qu'il y ait une meilleure visibilité sur l'état de droit. Donc c'est des choses parallèles qui peuvent aller ensemble. Mais le plus important, vous l'avez dit, et justement c'est là où nous attendent les populations, c'est justement de satisfaire à leurs préoccupations et défendre leurs intérêts. Aujourd'hui, nous avons des questions liées à l'emploi des jeunes, nous avons des questions liées aux problèmes d'électricité, etc., etc. Il y a N questions qui sont prioritaires et qui doivent retenir notre attention. Bien entendu, c'est ça la priorité. Mais je dis, parallèlement, on peut faire en sorte, d'ailleurs c'est ce qui fait que cette loi Sada Ndiaye, on va y revenir, est extrêmement opportun. Il faut parallèlement faire en sorte d'avoir une Assemblée nationale stable, d'avoir des institutions stables. Et à partir de ces institutions-là qu'on peut faire le travail convenablement. Faites-vous partie de ceux-là qui flairent la manœuvre politique? Je n'en sais rien du tout. Il n'y a que l'auteur qui peut s'en expliquer. Ce que je peux dire par contre est que jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas encore une proposition de loi dans ce sens et il n'y a pas encore une discussion engagée dans ce sens au sein du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Donc qu'est-ce qui a motivé le président du groupe pour en parler? Il n'y a que lui qui peut s'en expliquer. Alors, Soro Diop, la loi détermine les contextes dans lesquels une loi d'amnistie doit être votée. En 2005, y avait-il lieu, vu le contexte socio-politique, de faire voter cette loi d'amnistie pour apaiser les tensions politiques? Oui, mais en 2005, il n'y avait vraiment pas de tension politique. Il n'y avait pas de situation de tension politique qui expliquait, qui justifiait une loi d'amnistie. Parce qu'il n'y avait pas encore les élections de 2000 s'étaient passées dans des conditions les meilleures que possible, saluées par la communauté internationale. Entre 2000 et 2005, jusqu'en 2007, jusque d'ailleurs en 2012 pratiquement, la société sénégalaise, il y a eu certes des moments de tension sociale, mais pas des tensions sociales si extrêmes que cela, qui pouvaient conduire à une déstabilisation de la société sénégalaise. C'est peut-être vers le 25 juin, je ne sais pas, 23 juin, qu'on a connu une situation d'extrême tension. Mais en 2005, ça n'existait pas. Mais il y a eu quand même des périodes pendant lesquelles le pouvoir a un peu chancelé. Il y a eu cette dualité au sommet de l'État et qui se sait que 2005, jusqu'à Abdoulaye Wade, il y a eu le départ des alliés. Il y a eu le livre d'Abdoulatif Coulibaly en 2003. Jusqu'à 2005, jusqu'à 2007, le pouvoir quand même connaissait une stabilité extraordinaire. Mais même s'il y a, mais en France, il y a une situation aujourd'hui de stabilité. Néanmoins, le pouvoir, vous avez vu la manifestation qu'il y a eu tout dernièrement contre l'autorisation des mariages gays, etc. Mais ça c'est pas des, c'est consubstantiel d'ailleurs à une démocratie qu'il y ait des moments de tension, qu'il y ait des moments, mais il n'y avait pas une situation qui justifiait franchement une loi d'amnistie parce qu'on n'était pas dans une crise aussi profonde que cela. Maintenant, vous parlez de manœuvre politique. Je veux juste revenir sur cet aspect parce que est-ce que le fait qu'on ait parlé de l'augmentation de 150 000 francs dans les salaires,
Moi, je pense que, et là, hein, quand je pointe le doigt accusateur vers l'opinion publique, vers les politiques, etc., je retourne le doigt vers nous, les hommes de médias. Nous ne rendons pas tellement service souvent aux hommes politiques également. Quand on voit un député marchander avec un taxi, on en parle. Comme si c'est scandaleux qu'un député marchande avec un taximan pour partir. On en parle et on en parle, on le raille. Quand ce député a une belle 4x4 et nous montons sur nos grands chevaux. Finalement, on ne sait pas qu'est-ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons des députés qui soient dans les conditions requises pour exercer leur métier de député? Parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, ils sont dépositaires d'une certaine légitimité populaire, on ne peut pas les mettre dans une précarité. Vous voulez qu'un député quitte l'intérieur du pays, vienne à Dakar, il n'y a pas suffisamment de place au niveau des hôtels des députés, qu'il squatte chez un voisin ou bien qu'il squatte la rue. Non, mais il faut que nous sachions aussi ce que nous voulons faire des hommes entre les mains de qui nous avons mis l'expression de notre volonté populaire. Et ça, c'est courant. Quand un ministre on verra un ministre emprunter demain un car, le car Tata, on va écrire dans la presse comme si c'était un scandale. Demain, on le verra derrière une Mercedes, on dira que oui, l'argent du peuple est passé par là. Non, mais je pense que quand même il est... Donc c'était un débat futile. Non, c'était un débat futile et inutile. Alors, Doudou Wade, juste pour clore ce chapitre de l'abrogation de la loi Ezzan, si jamais cette proposition est mise sur la table, quelle va être la position du Parti démocratique sénégalais que la question de la loi Ezzan indispose véritablement? Non, du tout. Ça ne vous indispose pas? Non, du tout. D'ailleurs, mon jeune frère a tout de suite, en parlant, j'ai retenu une chose extrêmement intéressante d'ailleurs, que je ne savais pas. Il me dit qu'il y a eu 2 PV en moins de 24 heures. Ce n'est pas la responsabilité ni du tueur, ni du commanditaire. Là, il apparaît la responsabilité de l'État en question. Ce n'est plus la responsabilité ni du commanditaire, ni du tueur, mais la responsabilité de l'État, qui en 24 heures change 2 procès-verbaux. Donc l'État n'est-il pas commanditaire? L'État n'est-il pas complice? Quand on retrouve la balle, monsieur le maître, de l'assassinat entre les mains du ministre de l'Intérieur, je ne dis même pas du ministre de la Justice et du procureur, le passer au président de la République, qui le passe au Premier ministre, qui le passe à son chauffeur. Mais écoutez, ce n'est pas... Nous avons la conscience tranquille sur cette affaire. Mais pourquoi je n'en parle pas, je dis? Parce que d'abord, j'ai été à ce niveau de responsabilité du président du groupe. La loi d'amnistie a été préparée par le président de la République et son premier ministre Macky Sall, que nous avons adoptée à l'Assemblée nationale. Voilà la question. Maintenant, monsieur le député est là, il est dépositaire de nos suffrages à tous. Il nous dit que ce texte, il ne l'a pas vu. Il en a entendu. On ne s'est pas réunis pour en discuter. Il n'est pas en ce moment, il n'est pas dans le circuit, monsieur le juriste, de la procédure de législation. À partir de ce moment, on est plus pressé que la musique alors on danse mal. Juste une question. Quelle est la raison qui a sous-tendu les actes que vous avez posés entre 2002 et 2005? Qu'est-ce qui a motivé ces actes? D'abord, il faut que l'on dise la loi. D'abord, non, je ne parle pas de la loi. Pourquoi en 2002 avoir gracié les meurtriers de Maître Babacar Seye? Pourquoi avoir indemnisé la famille? Pourquoi avoir fait voter cette loi? Vous avez... Quelle était la raison politique? Dans cette loi, je dis comme la loi d'amnistie de 1962 après les événements de Fatick, comme la loi de 74-76 avec Abdoulaye Ly, comme la loi d'amnistie sur Mamadou Dia, comme la loi sur la Casamance. C'était des lois d'amnistie constructives quand même. Je serais obligé de continuer
ma réponse. Je ne tiendrai pas compte de vos interviews. Donc, vous gâtez votre émission pour rien. Alors, j'ai une pratique de journaliste. Alors, donc, par conséquent, mais je suis obligée de vous relancer avec des questions. Mais je dis encore sur cette question, sur cette question-là, comme toutes les... Le problème fondamental, c'est qu'il y a, dans ce tas de Sénégalais qu'on amnistie, par les faits, on amnistie les faits et les actes qui ont été posés, il y a la personnalité extrêmement importante de Maître Babacar Seye. Avocat, sénégalais, ancien maire de Saint-Louis, juriste, président de l'association des avocats mourites, président de l'association La Linguère. C'est une forte personnalité. Et ensuite, n'oublions pas, avant qu'il y a eu la démission d'un haut magistrat, n'est-ce pas, Kéba Maï, pour ne pas vouloir annoncer les résultats des élections. Ensuite, écoutez, il y a tellement de choses qu'aujourd'hui, ici, dans cette affaire, la responsabilité de l'État, en tant que garant de la sécurité des personnes, en tant que garant du processus judiciaire, en tant que gardien des preuves et l'ensemble du processus et des objets sécuritaires de la justice, a une responsabilité. Par conséquent, à ce niveau, je dis, nous sommes prêts à cette discussion. Mais ça intéresse d'abord les parlementaires. Moi, je ne voterai pas, je ne discuterai pas. Il faut que le Parlement soit prêt, vraiment prêt, à faire ce travail-là. Et il n'est pas difficile de le faire. Maître Seye, c'est un excellent juriste. On lui donne le texte, il est pour, il le fait en 24 heures et demain, il le dépose auprès du président du groupe parlementaire. L'APR est assez outillée pour faire ce texte. Nous attendons que ce texte soit déposé. Alors, attendons que la proposition soit matérialisée. Thierno Bokoum, vous avez mis dans le circuit une proposition relative à l'abrogation de la loi Assad Ndiaye. Et dans l'exposé des motifs, vous avancez des arguments républicains. Est-ce une noblesse républicaine? Bien entendu, il y a eu des arguments républicains. Parce que justement, il faut revenir sur cette loi, une loi véritablement qui a été votée dans un contexte extrêmement compliqué. On se rappelle que c'est en 5 jours, alors que nous étions dans un régime bicaméral, que la loi a été votée en procédure d'urgence. Il a fallu aller vers l'Assemblée nationale, aller vers le Sénat et le faire en 5 jours. Donc, on a constaté, bien entendu, que cette loi ne visait que le président d'antan, qui est actuellement le président de la République, M. Macky Sall, et que cette loi était juste une inspiration politicienne. Il fallait nécessairement le faire partir. On a voté une loi pour le faire partir. Donc, c'est plus une stratégie politique qu'une volonté de réforme institutionnelle. Donc c'est une loi véritablement qu'on doit changer. Il faut ramener le mandat à 5 ans pour avoir une stabilité de l'institution, pour que le président de l'Assemblée nationale... D'ailleurs, quand le président de l'Assemblée nationale avait 5 ans pour son mandat, nous étions dans un régime bicaméral, donc il n'était même pas le dauphin constitutionnel. Maintenant, le président de l'Assemblée nationale est le dauphin constitutionnel. C'est-à-dire aujourd'hui, si en cas d'empêchement, de décès, etc. du président de la République, c'est le président de l'Assemblée qui le remplace. Donc, raison de plus pour donner plus de poids à ce président de l'Assemblée nationale. L'autre aspect, c'est qu'il y a 2 actes qui ont été posés. Le premier acte, c'était de dire le mandat maintenant, c'est 1 année, ce n'est plus 5 ans. Mais l'autre aspect, c'est que ce mandat était constitutionnel. Ça a été inclus dans l'article 62 de la Constitution. On a enlevé cet article 62 de la Constitution pour ramener le mandat du président de l'Assemblée nationale par rapport à une loi organique qui est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc on diminue, non seulement on change le nombre d'années qu'il faut faire, qui revient à 1 an, mais le poids constitutionnel qu'avait le mandat du président de la République est réduit à une loi organique. Donc il faut revenir sur ces aspects-là. Il faut nécessairement que le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, qui est le dauphin constitutionnel du président de la République, puisse véritablement être dans une institution qui a une stabilité et qui retrouve sa dignité. Maintenant, l'autre aspect également qu'il faut noter et relever est que
le contexte, nous l'avons expliqué tout à l'heure, mais le plus important et qu'on doit noter est que nous avons jusque-là déposé la proposition de loi et c'est en circuit et nous pensons que nous allons revenir sur une injustice. Vous savez, quand la décision de mettre en place la loi Sada Ndiaye a été prise, de voter la loi Sada Ndiaye a été prise, beaucoup d'entre nous avaient décrié cet état de fait. On avait même parlé d'injustice et autres. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de réparer cette injustice. Donc nous pensons nécessairement que cette loi va passer comme lettre à la poste parce que alors, la majorité... Juste pour vous rappeler que pendant la campagne électorale, Macky Sall avait pris l'engagement de réparer cette injustice dont lui-même a été victime. Du côté du camp présidentiel, l'on avance la possibilité de réparation avec la commission des réformes confiée à Amadou Mahtar Mbow. Pourquoi n'attendez-vous pas une réflexion globale sur la vie des institutions? Alors, la commission des réformes des institutions, pour moi, est une forme de diversion malheureuse. Ça n'a absolument rien à voir avec la réforme des institutions. Il s'agit de réparer une injustice. Vous savez, quand vous venez au pouvoir, il y a deux aspects. Tout le monde s'accorde sur cette... En tout cas, la majorité des Sénégalais s'accordent sur cela. Oui, mais j'aimerais poser une question. Est-ce que le Conseil économique, social et environnemental a attendu la réforme des institutions? C'est une grande réforme des institutions. Est-ce que pour dissoudre le Sénat, on a attendu la réforme des institutions? L'autre aspect, et qui est très important, est que c'est une curiosité, cette commission. C'est quoi sa composition? C'est quoi sa feuille de route? Quelle est sa démarche? On n'a pas encore vu cette commission aller vers les partis politiques, aller vers les membres de la société civile. La troisième chose est que quel est le poids de cette commission par rapport aux assises nationales qui ont été paraphées par le président de la République? Parce que n'oublions pas que les assises nationales ont fait l'objet de plusieurs concertations. Les gens l'ont organisé, un peu partout on en a parlé. Aujourd'hui, on met en avant une commission qui n'a pas encore fait de concertation, qui n'a pas le poids des assises nationales pour nous dire que c'est cette commission-là qui va décider de tout. Ça pose problème. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et que je pense que c'est important, le président de la République, nous ne l'oublions pas, avait signé les assises nationales. Et je pense que par rapport au respect de certains aspects des assises nationales, c'est encore parce que ça a été déjà signé, donc on va directement vers le respect. Qu'on ne nous renvoie pas à une commission qui n'existe, je pense que de nom, parce que jusqu'à maintenant, on ne peut pas connaître les démarches de cette commission. Merci beaucoup. Alors, Maître Omar Youm, est-ce que vous êtes convaincu par l'argumentaire mis sur la table par Réumi? La démarche vous semble-t-elle sincère? Je ne voudrais pas verser dans des jugements de valeur pour mesurer le niveau de sincérité, mais j'estime que l'argumentaire n'est pas... la demande d'abrogation de cette loi n'est pas opportune. L'argumentaire qui le soutient n'est pas pertinent. Et j'estime peut-être que c'est ça qui laisse place à des interprétations, des insinuations et puis à la limite même des évocations sur le mobile qui sous-tend cette demande qui a été introduite. Ce n'est pas opportun parce que aujourd'hui, tout le monde sait, dans son programme, le président Macky Sall avait appelé les Sénégalais à une grande réforme des institutions. Une fois élu, il a désigné une personne qui incarne quand même tout le respect du peuple sénégalais, qui a travaillé au moment où certains avaient préféré des allers-retours au niveau du palais. Lui, 80 années passées, engagé de manière désintéressée dans le combat pour la République, dans le combat pour la défense des intérêts du peuple, avait accepté de porter les assises nationales dans des conditions très difficiles. Et c'est cet homme-là, M. Amadou Mahtar Mbow, à qui revient le droit de présider cette commission des réformes. Je pense qu'il y a un temps à la réflexion, à l'émission des idées, il y a un temps au partage des résultats de la réflexion, il y a un temps à la mise en œuvre des résultats de
la réflexion. Mais il faut pas être pressé. Doublon entre les assises nationales et cette commission des réformes? Les assises nationales n'ont-elles pas déjà réglé le problème des institutions? Ce que je sais des assises nationales, c'est qu'il y a une charte qui a été produite et qui est une charte qui donne des orientations et des indications en termes d'idées. Mais la mise en œuvre des idées n'a jamais été poussée jusqu'à ses limites. Donc il faut impacter les idées forces qui ont été arrêtées dans les assises nationales pour finalement en faire des lois programmatiques qui vont permettre de faire les changements qu'il faut au niveau de nos institutions. Vous dites que c'est ce travail qui de la loi Sada Ndiaye n'est pas, une urgence. J'estime que ce n'est pas une urgence du tout. Parce que l'urgence, si on doit rester logique dans la trajectoire de M. Idriss Seck et de Rewmi, ça doit être justement d'abroger peut-être la loi de 1994 sur les prix. Et cette loi qui permet et qui ne donne pas suffisamment d'élasticité et de compétences à l'autorité publique, notamment l'autorité gouvernementale, de pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire sur les prix. Si on doit s'occuper des urgences, c'est justement revoir toute la législation et la réglementation sur les loyers. Ça, c'est une urgence. Si on doit verser dans l'urgence, c'est regarder tout ce qui se fait autour de l'école et de la santé, les mesures sociales qui doivent être accompagnées par une politique législative au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est des urgences. Par contre, essayer de protéger une institution qui est déjà protégée par la Constitution, qui est déjà dotée de tous les pouvoirs pour être indépendant, autonome, et qui, par le passé, a montré qu'effectivement, les courtes durées de mandat n'ont jamais été un obstacle à l'efficience et à l'efficacité dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale, je me pose des questions. En tout cas, j'estime, pour moi, si j'étais député, je n'aurais jamais voté cette loi pour la bonne et simple raison que pour fortifier une institution, on n'a pas besoin de fortifier une personne. Ce n'est pas la durée du mandat du président de l'Assemblée nationale qui va faire en sorte que l'Assemblée nationale reste et demeure une institution forte. L'Assemblée nationale est déjà, de par son statut, de par ses prérogatives et de par son pouvoir, et je parle devant un parlementaire qui a quand même eu une dizaine d'années au niveau du Parlement, c'est ça qui donne la force à l'institution. Mais la durée du président de l'institution n'est pas plus importante que la durée des membres du bureau, parce que justement, pour renforcer l'Assemblée nationale, stabiliser ce pouvoir, il faut stabiliser le bureau, parce que dans le règlement intérieur, tous les pouvoirs de l'Assemblée reposent de la compétence du bureau. Donc je pense qu'il faut peut-être aller dans ce sens, plutôt que d'aller dans le jeu et le calcul politique ou le calcul politique. La deuxième personnalité de l'État, celle qui doit assurer la vacance du pouvoir, ne mérite-t-elle pas certains égards? Cette personne ne mérite-t-elle pas d'être protégée, sécurisée, tout comme le chef de l'État? Mais j'estime que les égards... Il y va de la stabilité de notre pays également. Moi, je pense qu'il faut arrêter de personnifier les pouvoirs. Il est président de l'Assemblée nationale. Il incarne et préside les travaux, préside les séances de l'Assemblée. Il n'a aucun pouvoir propre, le président de l'Assemblée nationale. À part diriger des travaux et présider l'Assemblée nationale, il n'a aucun autre pouvoir. Conduire la transition, ce n'est pas un pouvoir. Toute la compétence législative, tout le fonctionnement de l'Assemblée nationale qui doit rendre l'institution forte et indépendante est dans la compétence du bureau. Donc je pense qu'effectivement, si on voulait aller dans la logique de dire il faut fortifier l'Assemblée nationale, il fallait rester dans la logique de dire il faut fortifier le bureau de l'Assemblée nationale et les membres qui le composent, mais pas le président. Il s'y ajoute qu'effectivement, il y a eu quand même un contexte qu'il ne faut pas ignorer. Moi, je ne fais pas la fine bouche. Une loi a été faite dans des conditions extrêmement difficiles, c'est vrai, qui ont essayé de viser une personne, en l'occurrence le président Macky Sall, qui était président de l'Assemblée nationale, pour le fragiliser et le faire partir, parce qu'on lui avait demandé de démissionner, il avait refusé. Ceci étant, il y a un résultat qui est là. Il y a un contexte nouveau également qui est là, un contexte de coalition de partis et de partage, mais je pense que dans la balance des pouvoirs politiques et dans l'équilibre des pouvoirs politiques, je pense que l'APR qui a tout donné, qui n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale, qui a donné le poste de président de l'Assemblée nationale à quelqu'un qui est un parti à lui, qui se retrouve dans le gouvernement minoritaire, qui n'est pas un parti fort, qui n'est pas le seul parti majoritaire au Sénégal, je pense que quand même c'est trop lui demander de dire dépouillez-vous de tous les pouvoirs, dépouillez-vous de tout ce que vous avez eu, donnez-nous tout, et puis donnez plus de force,
plus de cohabitation, instaurer Là, une sorte de vous êtes bicéphalisme. Moi, je vous dis, moi, je suis là. Voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait les faux jeux. Moi, je dis ce que je pense. J'estime que la politique, c'est quand même un réalisme. On ne va pas se suicider en mettant à la disposition d'une personne qui n'est pas avec nous, qui ne partage pas nos rêves, qui ne partage pas nos ambitions politiques, qui ne partage pas notre idéal politique au fond, un pouvoir qui lui permet finalement de cohabiter de manière souvent maladroite, difficile et à la limite heurtée avec un chef de l'État qui incarne et garantit la cohésion sociale et mène la politique de la Merci nation. beaucoup Omar Youm, merci vraiment. Omar Youm qui met fin à la spéculation, à la polémique autour des visées politiques. Et ça, je vous dis, c'est un engagement personnel. Je le défendrai au niveau du directoire, je le défendrai intellectuellement. Après tout ça, vous avez abattu votre carte. C'est-à-dire que finalement, vous avez dit tout votre argumentaire, je suis sûr et certain. Ce que les autres pensent. Je suis sûr et certain que si le président de l'Assemblée nationale était un militant, un responsable de l'APR, vous allez voter une loi dans le sens de le stabiliser à la tête de l'Assemblée nationale. Moi, et que répondez-vous, Soro, rapidement, si tel était le cas? C'est plus facile pour nous. C'est clair. En tant que membre d'un même parti politique, qui avons adopté et partagé l'esprit de notre parti et le programme de notre parti, ça allait être beaucoup plus acceptable. Absolument. C'est clair. C'est clair. Maintenant, moi, ce que je regrette dans tout ça, aussi bien avec la loi Sada Ndiaye qu'avec cette position de M. Youm, c'est que une loi doit être à mon niveau indistincte. On ne doit pas tailler une loi sur une base essentiellement subjective. Parce que, en vérité, la loi Sada Ndiaye a été une loi qui a été votée à l'époque pour liquider Macky Sall. Il faut le dire, les choses telles qu'elles sont. Vous êtes des hommes politiques. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'à l'époque, si Macky Sall avait obéi aux injonctions du président de la République lui disant de se retirer de l'Assemblée nationale, on n'aurait pas ramené la loi à 1 an. Macky Sall, en période de campagne, ce que les gens ne vont pas comprendre, c'est que Macky Sall soit victime et ait fait d'ailleurs sa campagne autour de cette victimisation, entre autres, ce qui explique d'ailleurs que le programme principal et l'allure principale empruntée par le parti de l'actuel président est tourné autour de la République et des fondements de la République, de la restitution des institutions. Aujourd'hui, si vous adoptez une posture de cette nature, qui consiste à dire c'est parce que Moustapha Niasse n'est pas de notre parti, vous n'êtes pas sorti de la volonté de faire d'une loi une loi indistincte, impersonnelle. Le seul problème, moi, que j'ai avec la loi, l'exposé des motifs tel que je l'ai lu dans le truc de Omar Sarr de Réumi, c'est l'argument qui consiste à dire qu'il faut faire correspondre le mandat du président de l'Assemblée nationale avec le mandat présidentiel. Ça me pose un problème. D'abord, ça me pose un problème au niveau de la nécessité de la séparation des institutions de la République. Ça me pose un problème au niveau du fait que si Macky Sall avait accepté le septennat, qu'est-ce que ça allait être? Il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire que la durée de la législature, de la législature corresponde nécessairement à la durée de la présidentielle. Ce n'est pas nécessaire. Par contre, ce que je voudrais que les hommes politiques fassent en votant les lois,
c'est de voter les lois de manière impersonnelle, de manière indistincte. Si les lois sont personnelles, d'un jour à un autre, dans une démocratie où maintenant l'alternance est presque acquise, qu'une loi votée personnellement revienne comme un obus, comme une bombe, lorsque vous êtes au pouvoir. C'est ce qui vous arrive aujourd'hui. Il faut bien comprendre ce que je dis. Je dis d'abord, ce n'est pas pertinent. Pourquoi je l'ai dit? Parce que j'estime que, effectivement, le président de l'Assemblée nationale n'a aucun pouvoir propre qui lui permette d'être indépendant à l'égard de qui que ce soit. Mais si, non, attendez, le président... on relève une chose. Il y a une chose sur laquelle... Je reprécise ma pensée. Ouais. C'est-à-dire que d'abord, c'est le bureau qui a tous les pouvoirs de l'Assemblée nationale et qui incarne l'Assemblée nationale, même si le président représente l'Assemblée nationale et dirige les travaux. En dehors de ça, il n'y a aucun pouvoir propre. Mais le bureau... Il n'y a aucune corrélation scientifique établie entre l'idée de dire qu'il faut donner une durée de 5 ans parce que simplement, il faut que le président de l'Assemblée nationale soit fort. Merci beaucoup. En plus, j'ai dit, il s'y ajoute que moi, en tant que politicien, je regarde la réalité politique, j'ai une lecture sur la réalité politique et je l'encadre en conséquence. Les lois ne sont jamais des lois impersonnelles. Les lois répondent quand même à des besoins. Et c'est justement pour ça que les lois sont votées. Je voudrais bien que vous soyez politique et non politicien. Moi, je suis politique. Ce que je vous dis, c'est politique. Cette loi-là n'est pas contre X, Y, Z. Cette loi est une loi qui permet à l'Assemblée nationale de fonctionner. Et j'ai dit historiquement et sur le plan de la science politique, cette loi, cette durée de mandat n'a jamais été une durée de 5 ans. Ça n'a jamais empêché l'Assemblée nationale de fonctionner. Ça n'a jamais empêché le président de l'Assemblée nationale, avec une courte durée, d'exister et de montrer que l'Assemblée peut fonctionner correctement avec une... Quelle est la position du Parti démocratique sénégalais dans ce débat? Est-ce que l'abrogation de la loi Sada Ndiaye est opportune? Mais écoutez, on ne peut pas avoir de position. Dès l'instant que nous, en 2008, nous avons pris une position critiquée fortement par ceux qui étaient chez nous et qui sont devenus APR. Et aujourd'hui, Maître Youm est totalement d'accord sur la position d'hier pour rester le statu quo. Cela veut dire que nous avons gagné des points, on nous a rejoints sur nos positions. Vous savez, en politique, le moment, l'acte, la situation, les conditions du moment déterminent les lois. Alors sur cette question, je dis, Maître Youm nous dit que la durée du mandat n'est pas obligatoirement source de stabilité. C'est vrai, avec une durée de 5 ans, nous avons perdu la présidence de Daouda Sow. Avec une durée de 5 ans, nous avons ramené la présidence de Habib Thiam. Et nous avons eu, sur la durée de 1 an, 4 élections successives et le président a toujours été mieux élu. Avec Mamoudou Seck, vous l'avez constaté. D'ailleurs, Mamoudou Seck a été toujours mieux élu par les autres membres du bureau. Cela veut dire que nous avons eu un président qui tenait compte de son parlement, de son organisation et de ses orientations. Par conséquent, aujourd'hui, d'ailleurs, je regrette, et je le dis en chahutant, quand vous parlez, j'ai regardé que vous aviez même plus d'arguments que Sada Ndiaye pour défendre cette loi. Donc, je m'en réjouis. Alors maintenant, sur la décision de Omar Sarr est un homme politique. Il appartient à un groupe, à une coalition de partis. Encore, je voudrais vous faire savoir qu'il n'y a pas d'APR à l'Assemblée nationale. L'institution qui a porté des députés à l'Assemblée nationale en tant qu'organisation politique, c'est Benno Bokk Yakaar. Sur les tablettes de l'Assemblée, il ne peut pas avoir écrit quelque part ni AFP, ni APR, ni Rewmi. Mais seulement on va spéculer. Je disais dans un article que j'ai écrit le 14 août 2002 que la durée de 5 ans est voulue et souhaitée. Mais il y a 2 différences. Il y a la présidence à 5 ans pour un gars de l'APR et il y a la présidence à 1 an pour quelqu'un qui n'est pas de l'APR. Cela veut dire quoi? Ceux qui souhaitaient et qui disaient que c'était une farce de réduire ce mandat à 1 an, aujourd'hui, sont dans la majorité et ne veulent pas le porter. C'est pourquoi je salue. Je ne suis pas d'accord avec cette loi. Si j'étais à l'Assemblée, je ne la voterais pas. Pour être en accord avec mes convictions. Mais je dis aujourd'hui, le président Omar Sarr a une proposition de loi écrite, vous regardez par rapport à la loi Ezzan, déposée sur la table de l'Assemblée nationale, déposée auprès du président du groupe pour que le groupe
Bokk Yakaar en discute et prenne des positions. Et lui, il défendra sa loi en commission et devant la plénière. Voilà. Voilà un acte, un désir, une volonté qui corrobore la décision politique et corroborée par l'action. Alors, en ce moment, qu'est-ce qu'il faut voir? Je pense que dans cette affaire, il faut qu'on soit clair. Le président de la République ne peut pas s'offrir, dans la situation politique actuelle, d'avoir un président de l'Assemblée nationale avec qui il n'a pas les mêmes orientations. Un. De deux, d'être dans un groupe politique où, aujourd'hui, on sent des fissures sur les orientations et sur les désirs des uns et des autres. C'est là où se trouve l'instabilité. L'instabilité se trouve quand la majorité est éclatée et deviennent plusieurs minorités. À partir de ce moment, si nous continuons dans ce sens-là, en 2014, nous irons vers une dissolution. Alors, je voudrais, maintenant pour autre chose, je voudrais dire à mon jeune frère Bokoum que sur les délais de modification de la loi de Sardendia de 5 jours, je pense que ce n'est plus un record. Hein. Les records sont faits pour être battus. Il a été battu par les dispositions législatives qui ont modifié le code électoral pour faire reculer les élections. Le délai a été plus court. Entre le vote de l'Assemblée et le vote du Sénat, ça a été très vite parce que nous avons convenu, j'étais à l'Assemblée, nous y étions, et nous avons raccourci les délais pour permettre au président Macky Sall de reculer les élections, de les faire au 31 juillet pour cela. Merci beaucoup Doudou Wade. Thierno Bokoum, Omar Youm nous a fait des aveux par rapport à leur motivation politique. Est-ce que vous aussi vous allez avouer les non-dits et qui sous-tendent cette proposition que vous mettez sur la table? Il est difficile de ne pas soupçonner quand même des manœuvres politiques. N'y a-t-il pas une volonté de faire imploser la majorité Benno Bokk Yakaar? Vous y êtes à l'écart actuellement. Vous y êtes à l'étroit. La volonté clairement affichée, c'est que nous tentons de réparer une injustice qui avait été décriée. Seulement. C'est clairement affiché. Nous avons déposé une proposition de loi. Nous allons engager la discussion au sein du groupe Benno Bokk Yakaar. Nous pensons que ceux qui avaient combattu cette injustice vont aujourd'hui la réparer. C'est aussi simple que ça. J'ai été vraiment très étonné, en même temps très satisfait de l'argumentaire développé par Maître Youm, parce que cela me conforte dans ma position de dire que c'est une diversion malheureuse de dire qu'on attend la commission. La réalité politique, il vient de l'affirmer. La réalité politique, c'est qu'effectivement, ils ne veulent pas donner un mandat de 5 ans à un allié, je dirais, entre guillemets, un adversaire. Très franchement, c'est désolant lorsque dans un pays, par rapport à des questions de principe, que l'on mette en avant les questions politiques. Je ne peux pas comprendre qu'hier, que cette loi soit une injustice, qu'aujourd'hui, que cela soit un bienfait. Je ne pense pas qu'on doit avoir cette position-là. Hier, ils ont condamné. Ils ont dit que c'était injuste. Et jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ont voté pour Macky Sall parce que tout simplement, il a été victime de cette loi. Aujourd'hui, on veut utiliser cette loi-là comme une épée de Damoclès contre un allié. Mais on l'a dit tout à l'heure. Dans le groupe Benno Bokk Yakaar, il n'y a pas de APR, on a parlé de groupe Benno Bokk Yakaar. Mais vous n'utilisez pas cette proposition aussi pour mettre le président de l'APR à l'étroit? Non, ce qu'on a dit et qui est très clair, c'est qu'il faut réparer. D'ailleurs, ce qui étonne, c'est pourquoi on attend tout ce temps-là. Ça devait être fait depuis longtemps. Ça doit être extirpé de la réflexion pour les réformes des institutions parce qu'il s'agit de réparer une injustice. Cela n'a absolument rien à voir. Ce que je veux, non, excusez-moi. Ce que je veux juste, pour ne pas perdre le fil, ce que je veux juste dire par rapport à ça, est qu'il vient de révéler que par rapport à des questions de principe, le plus important, c'est d'avoir une position politique. Ce n'est pas cela la rupture. Ce n'est pas cela que l'on attend, que les Sénégalais attendent de nous. Et j'ai été très étonné de l'entendre dire que les assises nationales, c'est des orientations, c'est des idées. Mais quand on dit que le président Macky Sall a signé les assises nationales avec des réserves, ça veut dire qu'il a signé sur quelque chose, des choses bien établies, bien claires. Les institutions, ça a été traité par les assises nationales, je suis désolé. Aujourd'hui, on fait un double emploi. On fait travailler quelqu'un qui doit partir à la retraite, qui a déjà fait ce travail-là au niveau des assises nationales. Et ça a été à l'occasion d'une
grande concertation. Ça a pris plusieurs mois. Il a été là. N'oublions pas que c'est lui qui avait piloté les assises nationales. Donc sa priorité devait être l'application d'abord des assises nationales qui ont été le résultat d'une concertation nationale, même si elle n'a pas été totalement inclusive, au lieu d'être dans une action solitaire de réforme des institutions. Donc on va boucler ce registre de l'abrogation de la loi Sad Ndiaye. Le temps ne nous le permettra pas parce qu'on a un autre sujet à aborder. Vous aurez le temps de revenir, mais permettez-moi juste de parler d'une autre proposition de loi qui fait débat. Il s'agit de celle émanant du député Seydina Fall, député membre de Benno Bokk Yakaar, qui, devant la recrudescence des meurtres et autres phénomènes de violence, a conseillé le recours à la peine de mort. boo xoolee Sénégal tey ni mu tëddee nii agresseurs yi ñi ngi rey nit ñi te bu ñu leen jàppee yóbbu leen ci kaso bi benn at ñaari at ba juróomi at ñu bàyyi leen ñuy taxawaalu ci mbedd mi defaat la même chose te boo xoolee li xew ci réew mi jàpp nit rey ko jëfin ju ñaaw ay mbokkam ñàkk ko famem ñàkk askanam ñàkk yow ñu jàpp la tëj la bàyyi war la ngay taxawaalu moo tax ma toog xalaat seeg askan wi ma gis ni askan wi bëgg nañ ko ma ni peine de mort il faut ñu delloo si ko waat ko fii ci réew mi bu ko defee képp ku jëgati pour xalaat rey nit boo xalaatee ni boo reyee nit danañ la rey dootoo rey kenn. La peine de mort abolie en 2004 au Sénégal. Je vais commencer par Maître Oumar Youm. Le retour de la peine de mort, est-ce une solution face à la recrudescence de la violence? Je pense que vous me permettrez, Maïmouna, de faire une petite digression par rapport à cette loi Sad Ndiaye. D'abord, il faut dire que moi, je suis très petit et très insignifiant dans le parti pour porter la volonté politique du groupe parlementaire. Mais j'estime qu'en tant que politique, en tant que Sénégalais, j'ai le droit quand même de faire des observations sur un projet. Si le projet de loi devrait passer au motif qu'il y a une injustice, mais la victime de l'injustice, c'était bien le président Macky Sall, le peuple sénégalais a bien sanctionné cette injustice et normalement la page est tournée. Alors, cela dit? Cela dit, le mobile qui avait sous-tendu le vote de la loi Sad Ndiaye en son temps, c'est vrai, c'était un mobile orienté vers le combat contre une personne, mais ça ne veut pas dire que le produit que ce combat a eu à mener, on doit jeter ça à la poubelle, ne pas tenir compte du contexte et de l'environnement politique aujourd'hui. Au retour de la peine sur le retour de la peine de mort, je partage un peu les inquiétudes des porteurs de ce projet. J'estime que nous tous citoyens, on est dans le cadre d'un État, c'est pour justement répondre à des besoins sécuritaires. L'État a deux pieds, c'est l'ordre et la sécurité. J'estime que les questionnements qui ont été posés et ce débat qui est porté aujourd'hui par un député est un débat qui mérite d'être posé. Dans tous les pays où la loi sur la peine de mort a été abrogée, quelques années après, à chaque fois qu'il y a eu des incidents criminels malheureux, sanguinaires, gratuits, les populations, les citoyens se sont posés cette question. Bref, j'estime que de là à aller jusqu'à revenir sur l'abrogation, il y a un pas à ne pas franchir. De toutes les façons, la tendance actuelle dans toutes les législations du monde, c'est d'abroger. Les pays qui ont maintenu la loi ne l'appliquent plus depuis des années. Il ne reste que sur 200 et quelques pays et États du monde, 39 États qui continuent encore d'appliquer la peine de mort. Et ceux qui pensent pouvoir faire une coloration entre l'existence d'une peine de mort et le recul de la criminalité n'ont aucun argument scientifique parce que simplement aucune étude jusqu'à ce jour en matière de criminologie n'a permis de faire la coloration entre recul de la criminalité et existence de la peine de mort. Visiblement, vous ne soutenez pas l'idée de votre camarade de par notre constitution, qui est quand même une constitution où le droit à la vie est bien
ancrée à l'article 7 de la Constitution, la protection qui est due à l'être humain est bien formulée. Je pense que dans ce contexte où tout le monde, la tendance mondiale est quand même de sauvegarder le droit à la vie, de caractériser et de renforcer l'inviolabilité de l'être humain, j'estime que dans notre justice actuelle, qui est une justice aléatoire, une justice des hommes, une justice avec des marges d'incertitude, il serait quand même très dangereux de tuer, parce que la justice, elle n'est pas faite pour tuer, la justice, elle n'est pas sanguinaire, la justice n'est pas là pour faire dans le châtiment, la justice est là pour honorer, protéger, respecter et rendre à l'humain sa dignité. Merci beaucoup, Thierno Bocoum. Vous allez soutenir cette proposition de loi sur le retour de la peine de mort? Oui, je dois d'abord préciser que cette proposition de loi n'est pas encore sur la table de l'Assemblée nationale, qu'on n'en a pas encore discuté. Mais fondamentalement... mais un député aussi a la liberté de porter une proposition de loi. Cela n'exclut pas le débat autour de l'idée. Oui, mais vous ne m'avez pas compris. J'ai dit que ça n'a pas été déposé. Quand on fait une proposition, on dépose la proposition. Ce n'est pas à travers les médias seulement qu'on dit qu'on fait une proposition. Donc je pense fondamentalement que par rapport à cette question, je suis persuadé que la peine de mort est dissuasive de la même manière qu'un policier sur la route qui nous empêche de brûler un feu. Mais fondamentalement, la question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas d'instaurer la peine de mort, mais de revenir sur une décision qui avait été déjà prise, qui est de supprimer la peine de mort. Donc ça a un autre intérêt. Et aujourd'hui, je le disais l'autre jour, est-ce que nous avons un système extrêmement huilé par rapport à la justice et par rapport aux enquêtes policières qui puissent nous permettre de réduire les erreurs judiciaires? Vous savez, aux États-Unis, où on a des techniques extraordinaires d'enquête et autres, on assiste souvent à des erreurs judiciaires, des personnes qui sont condamnées, qui sont au niveau du couloir de la mort ou qui ont été déjà liquidées. On se rend compte plus tard que ces personnes ont été innocentes. Donc il faudrait nécessairement, si on doit revenir vers ça, que l'on puisse nous interroger si nous avons un système judiciaire et une procédure d'enquête policière assez outillée pour nous permettre de ne pas aller vers ça. L'autre aspect, c'est que parfois ça peut être un outil de règlement de compte politique. Vous savez, je ne néglige pas ce que Moustapha Lo a fait, lui qui voulait attenter à la vie de Senghor, mais jusqu'à sa mort, il a dit qu'il voulait juste lui faire peur. Mais peut-être là, la décision politique a pris du poids sur la décision judiciaire. Donc il a été exécuté parce que tout simplement on a dit qu'il voulait attenter à la vie de Senghor. Donc c'est autant d'aspects et de paramètres qu'il faut revoir pour qu'on n'en arrive pas à des erreurs judiciaires. Et le dernier aspect, c'est qu'il faut éviter de donner un argumentaire religieux ou islamique par rapport à ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi qui avait instauré la peine de mort au Sénégal n'est pas d'inspiration islamique. C'est une loi qui est le fruit d'un mimétisme juridique. Donc ça n'a absolument rien à voir avec l'islam ou le christianisme, etc. Donc il faudrait par rapport à tous ces aspects-là que l'on prenne en compte le fait qu'il y a véritablement des choses à revoir. Doudou Wade, au lieu de parler du retour de la peine de mort, n'y a-t-il pas des préalables qu'il faudrait régler, c'est-à-dire la paupérisation des masses avec son corollaire de conséquences comme la recrudescence des agressions et autres meurtres? D'abord, je voudrais dire, avant de venir à ça, qu'il ne faut pas qu'on nous divertisse sur un certain nombre de questions. Quand vous philosophez sur le droit à la vie, déjà vous n'êtes pas d'accord sur la peine de mort. Et Maître Youm, en tant qu'avocat, juriste et avocat, qui s'agit de défendre n'importe quel client devant la barre, l'a dit tout à l'heure. En 2001, je pense, ou en 2002, il y a eu un procès aux assises et une décision a été prise pour exécution. Et Maître Doudou, un de ses confrères, a alarmé pour dire que la Constitution de 2001 avait déjà abrogé la peine de mort en sacrifiant le droit à la vie. Mais nous avons pu déjà, en 2004, après,
à nous prononcer sur la peine de mort par un texte de loi. Et à ce niveau, moi, je ne pense pas. D'abord, il faut qu'on soit sérieux. Si nous voulons légiférer pour le peuple sénégalais, il ne faut pas qu'on nous divertisse comme sur la loi sur la peine de mort et sur telle chose. Comme Thierno l'a dit, et il a raison, pour discuter d'une proposition de loi, il faut qu'il ait le texte, qu'il ait les exposés de motifs, pour permettre à tout un chacun de critiquer. Je pense que vous avez interviewé la personne qui a écrit ce texte. Mais à l'entendre, vous savez qu'il ne l'a pas écrit. Simple. Non, sur ça d'abord. Il ne l'a pas écrit. Alors, il ne faut pas que le mandat du parlementaire se réduit à être des commanditaires ou à être des porteurs de voix d'une classe politique ou d'une société civile ou. Le député n'est pas un représentant commercial. Il est important que quand il parle d'un texte, qu'il ait les possibilités de le comprendre, de le regarder, de l'analyser, de le comparer et de savoir ses conséquences. Par conséquent, je ne pense pas, comme vous le dites, que le retour à la peine de mort soit une chose intéressante. Et puis, l'évolution du monde fait que, il a dit tout de suite, tous les pays sont en train d'abandonner la peine de mort. Il y a eu ces exécutions dans un pays arabe avant-hier où on a tué des gens, on a coupé les têtes. Sur la place publique, on les a mis en pendaison et on fait une propagande du sang. Je pense qu'il est important qu'on puisse mettre... Et même les Américains aujourd'hui, différents États américains aujourd'hui, pensent sur le retour vers la normale et abolir la peine de mort. Merci beaucoup. Alors, la représentante d'Amnesty International chargée de la question de l'abolition de la peine de mort a dit dans un entretien que les politiques, face à l'impossibilité de trouver des solutions à la demande sociale, ont recours à ce genre d'argumentaire. Vous avez la même lecture de la question? Absolument, quelque part, elle a raison. Je pense que ce problème, il faut... Je ne parle même pas de est-ce que c'est déposé à l'Assemblée, etc. Le débat en tant que tel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'on s'arrête à la superficialité des choses. Quand vous entendez celui qui défend le débat, son argumentaire est excessivement dangereux et c'est un argumentaire perméable parce qu'il joue sur une fibre émotionnelle. C'est dangereux que des hommes politiques prennent des décisions sur la base d'émotions, si populaires que soient ces émotions. Parce que l'argumentaire peut être facilement recevable au niveau d'un peuple meurtri, traumatisé par le phénomène de la recrudescence des crimes et des agressions. Le gars, il vous dit, voilà un père de famille qui travaille, qui a sa femme qui travaille, qui est quelqu'un qui rapporte quelque chose à la société. Et voilà quelqu'un, un délinquant, quelqu'un, un marginal, qui pénètre dans sa maison, qui le tue gratuitement ou qui le tue pour se substituer quelque chose. Est-ce que c'est normal? Vous avez l'argumentaire présenté sous cette fibre émotionnelle peut être recevable. Mais ce qu'il faut interroger davantage et beaucoup plus profondément, est-ce qu'il y a une société, un État, qui a eu à prendre, à militer pour la peine de mort et qui pour autant a cessé de tuer parce que, tout simplement, à cause de la peine de mort, il n'y a plus de crime. Et ensuite, il faut se méfier des effets de médias dans notre société. On a l'impression, en lisant ce qui se passe à travers les médias sénégalais, que le Sénégal est une société beaucoup plus criminogène que le Nigeria, que le Zaïre,
que les États-Unis, que la France, etc. C'est totalement faux. C'est-à-dire que ce qui fait le lit, nous connaissons ça, c'est des phénomènes que tout sociologue, que tout psychanalyste, sociologue analyse banalement. C'est-à-dire, même à l'intérieur de la société sénégalaise, les zones, il y a des zones moins criminogènes que d'autres zones. Quand vous êtes dans des zones où presque nous sommes à l'état de promiscuité primitive, où la pauvreté est la chose la mieux partagée, mais évidemment les crimes, les agressions sont plus prospères dans ces zones-là. Donc il ne faut pas, je pense que, et puis l'argument qui consiste à appeler les religieux autour de ça, c'est-à-dire ces phénomènes-là, ce jeu-là que l'on est en train de faire est un jeu excessivement grave et il faut s'en méfier. Nous terminons par le replay actualité. Je viens de la Mauritanie par le vol Sénégal Airlines. Et comme vous le savez aussi, je venais de la Ghana, je suis allé à Nouakchott par la route et j'ai pris l'avion à partir de Nouakchott pour revenir à Dakar. Moi, je ne fais pas la distinction entre Macky Sall, le chef de parti, ou Macky Sall, le président de la République. Il est Macky Sall, il est président de la République, il est chef de parti. Quand je m'adresse à Macky Sall pour sa double casquette, n'est-ce pas? Donc, il est président de la République, il est chef de parti. Donc, quand nous avons des opinions à émettre par rapport à la station qu'il incarne aujourd'hui, nous n'hésiterons pas, en tout cas moi, Baragay, je n'hésiterai pas une seule seconde à le faire. No, state visit. Then he'll come and stop. Alors, Solo Diop, parmi ces éléments cités, quel est celui qui va retenir votre attention? Écoutez, je vais retenir peut-être l'incarcération de Baragay, compte tenu du fait que c'est un jeune élément politique. C'est regrettable ce qui est arrivé parce que on ne peut pas se réjouir de la condamnation d'un homme politique, a fortiori quand c'est un jeune homme politique. Je pense que la condamnation de Baragay doit faire réfléchir la classe politique, singulièrement l'élite la plus mûre ou supposée être la plus mûre de la classe politique. Parce que tout simplement, je pense qu'il y a une misère du débat politique, du véritable débat politique au Sénégal. Et quand il y a une misère d'un débat politique profond, ça fait le lit de l'injure, de l'insanité, des propos de gros mots à la place de solutions aux gros mots. Parce que tout simple, et je pense que ça c'est l'élite politique et l'élite intellectuelle en sont responsables. Parce que si les débats politiques sont élevés par rapport à des questions qui concernent les grandes querelles de la nation, il n'y aurait pas de possibilité à ce qu'on soit dans ces phénomènes d'injures, etc. Ça ne date pas de Baragay. Je dis que le président Abdou Diouf en a entendu des vertes et pas mûres. Le président Abdoulaye Wade en a entendu des vertes et pas mûres. Et voilà qu'à la deuxième alternance encore,
on est resté encore sur ce registre du débat au ras de Pacarel. Il faudrait vraiment qu'on essaie. Et ça, j'interroge même, pas l'élite politique, mais l'élite intellectuelle, qui semble aujourd'hui déserter le débat. Merci beaucoup, Thierno Bokoum. Lequel de ces éléments vous intéresse? Peut-être je dirais lesquels, bon, mais comme je suis obligé de respecter, je pense que le cas Bara Gaye effectivement m'intéresse, parce que c'est un jeune leader d'un parti politique, comme je suis également jeune leader d'un parti politique. C'est dommage qu'on en arrive à un emprisonnement, c'est dommage qu'on en arrive à ces situations. Mais je pense fondamentalement que dans ce pays, il faut qu'on se pose la question sur le fait que le président de la République puisse être en même temps chef de parti. C'est là où on arrive à toutes les confusions. Parce que le problème fondamental aujourd'hui est qu'on a noté et qu'il y a des gens qui accompagnent le président de la République et véritablement qui ne l'aident pas dans sa mission. Parce que quand on est aux côtés du président de la République et qu'on injurie, je pèse bien mes mots, les leaders des partis, des autres partis, lorsqu'il y a riposte, en général, ça tombe sur le président de la République qui est en même temps chef de parti. Il faut qu'on détache ces deux aspects-là. C'est extrêmement important. Et je pense que Soro l'a dit, le débat politique doit être relevé et nous n'avons pas du tout besoin d'arriver à un moment où c'est des injures, c'est des invectives, alors que, véritablement, les questions de l'heure, les priorités sont là. Mais l'autre aspect, peut-être, juste pour terminer, par rapport au chèque, le milliard que le ministre de la Justice a remis au ministre du Budget, je pense que par rapport à ce processus de recouvrement des fonds, il faut plus, vraiment, il faut plus de transparence. On a besoin de savoir ce qui se passe, on a besoin d'être en face d'une maison en verre et qu'on sache d'où est-ce que c'est venu, comment est-ce que c'est arrivé, etc. etc. La population a besoin de savoir. Maintenant, il l'amène vers une sécurité de proximité. Je ne suis pas d'accord. Je pense aujourd'hui au Sénégal, les forces régulières sont en manque d'effectifs. Il faut les renforcer au lieu de créer des forces de sécurité de proximité. C'est extrêmement dangereux. Merci beaucoup, Thierno. Doudou Wade, quel est l'élément qui a retenu votre attention? Écoutez, c'est un peu difficile parce que je suis en troisième position. 2 fois de petite, peut-être j'ai changé de position. Je vais essayer de prendre celle qui, pour qu'on ne puisse pas escamoter les débats. Et brièvement sur cette affaire du milliard, heureusement, je vous remercie Thierno pour être le représentant de l'électeur que je suis pour prendre en charge cette question de cet argent, sa destination, l'autorisation et la destination, parce que la destination aujourd'hui, elle n'existe pas. Il n'y a pas d'agence nationale, à ce que je sache, pour la protection de tel, la loi n'est pas encore votée. Bien. Maintenant, je reviens sur le mouvement de la police. C'est ça qui m'inquiète. Rapidement, Doudou Wade. Très rapidement, hier, j'ai eu 6 communiqués pour me dire qu'un directeur de la sûreté ou le conseil, en 1 heure de temps, c'est extraordinaire. Et je voudrais rappeler sur cette affaire-là précise, qui a motivé un mouvement au niveau de la police. Ce n'est pas la raison officielle avancée en tout cas, c'est la raison officieuse. Vous m'avez demandé ma raison à moi. Ma raison à moi, c'est suite effectivement à cette affaire que nous sommes allés à ce niveau. C'est regrettable que nous ne prenons pas nous-mêmes nos responsabilités. Quand cette affaire-là est arrivée en France il y a 3 mois, 4 mois, c'est Cahuzac qui répondait. Ici au Sénégal, je suis 3 cas. Rapidement. Très rapidement. Mamadou Seck, en tant que ministre des Finances, a dû démissionner pour des problèmes de suspicion et de plainte. Mbaye Ndiaye, avant-hier, pour des mouvements en pleine ville, en ville, dans notre ville, par des Sénégalais qu'il n'a pas pu identifier, est parti. Malick Gakou a rendu sa démission. Alors aujourd'hui, dans notre pays, il est possible de sortir comme on veut, de rentrer comme on veut dans une situation africaine extrêmement difficile et compliquée. Alors, le ministre n'a pas à dégommer des gens. Il devait lui démissionner. Merci beaucoup. On va s'arrêter là avec vous, Maître Omar Youm.
Sur quel élément est-ce que vous allez commenter? Le plus important, je pense, c'est le sommet de l'OUA. Mais avant ça, vous me permettrez quand même de revenir sur les considérations du président Doudou Wade. Vous avez 50 secondes. J'estime qu'il n'y a pas de système infaillible. Ça, il faut quand même le reconnaître. Des pays beaucoup plus organisés, avec des effectifs beaucoup plus renseignés sur les mouvements d'hommes, l'Italie, l'Espagne, la France, etc., font l'objet de tous les jours de violations de frontières. Les frontières sont ce qu'elles sont. On ne peut pas mettre à chaque centimètre un agent de police, ce n'est pas possible. Je pense aussi que le mouvement dans la police, de manière générale dans l'administration, était prévisible. Il y a eu un changement de régime, un changement de ministère. Je pense que dans le choix, dans le choix, c'est clair qu'on fait confiance à des hommes en qui on connaît, qu'on identifie, qu'on considère comme étant compétents et en qui on peut faire confiance. Je pense que ça, c'est dans l'ordre normal et naturel des choses. Et en quoi est-ce que le sommet de l'OUA, parce que déjà, je pense qu'il faut quand même le saluer. Nous avons quand même une diplomatie qui commence à retrouver son rayonnement dans le concert des nations. Vous le savez, le président Barack Obama va visiter le Sénégal, ce n'est pas pour rien. Pendant très longtemps, il y a eu des personnes qui ont couru derrière pour avoir des audiences qui n'ont pas pu l'avoir. Le Sénégal a retrouvé sa place au niveau de l'OUA qui fait notre fierté, avec la responsabilisation du président de la République, avec l'organisation de la francophonie. Je pense que pour terminer sur ce point, il faudrait quand même qu'on voit plus avant dans les réformes de l'unité africaine, qu'on puisse avoir ce que tout Africain rêve, c'est-à-dire une Afrique forte, rassemblée, unie, dans le cadre d'un grand cadre fédéral qui va faire la force et la fierté des Africains. Merci beaucoup, Maître Omar Youm, membre de l'APR. Nos remerciements à Thierno Bokoum, député chargé de la communication de Rewmi, à Doudou Wade, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, et à notre analyste maison Soro Diop. C'était tout pour ce numéro d'Actu Show. Nos remerciements également au public du lycée de Ouakam. Un charmant public qui nous a accompagnés dans le cadre de cette émission que vous pouvez également retrouver sur le net et à l'adresse www.actushow.net. Merci, au revoir.